Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Moins de 2 semaines avant Eid al-Adha, le sujet est sur toutes les lèvres. Le mouton, son prix, la qualité du cheptel, sa disponibilité, alors que le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadeqi, a déclaré que l'offre était disponible en ovins, caprins et bovins cette année et qu'elle était à la portée de tous les budgets. Il y a un autre son de cloche du côté des acheteurs. Les prix auraient nettement augmenté par rapport à l'année dernière. Certains parlent d'une moyenne de hausse de 750 à 1000 dirhams par tête, voire plus dans certaines régions. Qu'en est-il réellement? À quoi est due principalement cette hausse des prix et quelle politique et stratégie d'élevage faut-il adopter pour sécuriser la filière et soutenir les éleveurs qui ont vécu une année très difficile et qui ne sont pas à l'abri d'autres saisons semblables, voire pires, face à une sécheresse devenue quasi chronique? Pour répondre à toutes ces questions et y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'Arbi Zegdouni, agroéconomiste et ruraliste, ancien professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Monsieur Zegdouni, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Monsieur Zegdouni, le ministre, comme on l'a dit, de l'Agriculture, a récemment déclaré qu'il n'y avait aucun problème pour la disponibilité et qu'il n'y avait pas de hausse de prix, alors que la vérité, c'est que dans les souks, il y a quand même une hausse. À quoi est-elle due principalement? Une fois de plus, merci pour l'invitation à votre émission pour contribuer à ce débat sur des questions d'actualité qui interpellent tout le monde concernant la conjoncture de l'Aïd. On ne peut qu'être d'accord avec M. le ministre quand il dit que l'offre est là, les disponibilités sont là. Pour ce qui est des niveaux des prix, peut-être que M. le ministre dispose de données que nous n'avons pas, peut-être qu'il prend en considération d'autres raisons que nous ignorons qui l'ont amené à considérer que les prix de cette année vont être à la hauteur de ceux de l'année passée, sauf que nous disposons d'éléments, d'indicateurs factuels, objectifs, qui semblent indiquer que les prix vont être plus élevés que l'année dernière. Et il suffit de restituer cette fête de cette année dans la conjoncture de la campagne agricole que nous avons dû subir à l'échelle nationale, marquée par une sécheresse, et pas seulement sécheresse, une pénurie en eau inédite. Cette sécheresse a fait que les éleveurs ont été privés d'une part importante des ressources fourragères que constituent les parcours, et pas seulement les parcours, les jachères, les cultures destinées à l'élevage, qui ont été fortement impactées par la sécheresse de l'hiver, qui était assez longue, ce qui fait qu'à défaut de ressources fourragères, entre guillemets, gratuites, provenant des parcours, des pâturages, les éleveurs qui ont eu la capacité, ce n'était pas le cas de tout le monde, puisque certains ont été contraints de brader une partie, voire la totalité de leur troupeau. Ça, c'est quand vous avez dit avant les précipitations du mois de mars. Mais toujours est-il que ceux qui ont pu sauvegarder leur cheptel, notamment grâce à l'avènement de pluies bénéfiques au mois de mars-avril, mais aussi avec le soutien du programme dédié à la lutte contre les effets de la sécheresse, ceci étant, les agriculteurs étaient dans l'obligation de recourir au marché pour s'approvisionner en aliments de bétail, lesquels aliments de bétail, de par le monde, connaissent une flambée considérable. Exactement. Et il y a aussi les coûts des hydrocarbures, du carburant, qui rentrent en jeu dans le transport, la logistique. Pour la fabrication et qui fait, des fourrages transformés. Absolument. Pour tout ça. Qui fait que je ne vois pas comment et en quoi les prix vont être ceux de l'année passée. Je ne pense pas. Alors, ils vont enregistrer une certaine augmentation, c'est indiscutable. Généralement, l'Arbi Zegdouni, vers une semaine avant l'Eid, ou 3-4 jours, on assiste ou à une envolée des prix, ou à une baisse des prix. Ça dépend de plusieurs facteurs. Pensez-vous qu'il va y avoir une baisse ou une hausse, ou est-ce qu'on ne peut pas prononcer des pronostics? Alors, justement, sur cette opération de transaction, j'allais dire des animaux destinés au sacrifice, on peut schématiser, on dirait il y a 2 temps, 2 phases successives. Il y a un premier temps où ce sont les éleveurs et engraisseurs qui vendent leurs animaux. Et le gros de ces animaux sont achetés par ce qu'on appelle, entre guillemets, les intermédiaires.
Donc cette phase, première phase, ce sont les producteurs qui écoulent leurs agneaux, leurs moutons ou leurs animaux, elle est déjà terminée. Donc, dans les 2 semaines à venir, à compter de maintenant, ça a déjà commencé. C'est les intermédiaires. Maintenant, c'est carrément les intermédiaires qui vont animer le marché. Il y a forcément de la spéculation. Donc, il y a ce premier niveau. Ça veut dire le gros des acquéreurs, des acheteurs, des consommateurs vont avoir pour l'essentiel affaire aux intermédiaires. Les éleveurs, ça fait deuxième élément qu'on doit prendre en considération, c'est la concomitance de la date de l'Eid, de début de 2e semaine de juillet, avec la fin du mois de juin. Donc les virements salariaux des fonctionnaires seront opérés. Donc les gens, les consommateurs vont être en disposition d'acheter. Mais tout ceci étant, il est vrai que l'Eid va coûter plus cher, c'est certain. Sauf que peut-être on va assister à un flottement les 2 semaines qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte des revendeurs à ce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs et lèches. Parce que là aussi, c'est une succession de conjonctures terribles pour l'économie des ménages qui a commencé par le Covid, suivi d'une sécheresse sévère, où le Covid, on y est encore, et ça reprend. Ajouter à cela la crise de l'Ukraine-Russie, qui impacte le monde entier. Et tout ça fait que les familles marocaines, de larges franges des familles marocaines, sont dans de sérieuses difficultés en termes de capacité financière. Et donc, il est à craindre qu'une partie de ces familles modestes ne puisse pas faire le sacrifice. Et donc, ça devrait peser quelque part sur le niveau des prix à la fin. Donc, autrement, les vendeurs risquent de se retrouver avec des animaux invendus. Absolument. Donc le cheptel est là, il dépasse même la demande, c'est 8 millions par rapport à une demande qui ne dépasse pas les 6 millions. Encore faut-il pouvoir se les offrir, les acheter. Alors il y a justement 2 semaines, Abdelrahman Mejdoubi, président de l'Association nationale des éleveurs, avait déclaré que les éleveurs sont au bout du gouffre financier et qu'ils veulent, comme vous avez dit, juste s'en sortir. Et qu'il est possible qu'ils n'augmenteraient leur prix que de 20 ou 30% parce qu'ils savent que s'ils demandent plus, il n'y aura pas d'acquéreurs. Quelle est justement la situation aujourd'hui des éleveurs? Je ne peux qu'être d'accord avec Sib Jdoubi, président. Même s'ils ne rentrent pas dans leurs frais. Le président de l'ANOC, c'est l'Association nationale des ovins et des caprins, dans la mesure où, selon lui, l'augmentation serait de l'ordre de 20 à 30. Autrement dit, disons, les producteurs ne vont pas chercher à... Ceci étant, leurs charges sont énormes. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est qu'effectivement, il y a des éleveurs qui vont peut-être à peine sortir dans leurs frais. À cause du renchérissement de tous les facteurs de production, à cause notamment de la sécheresse et à cause de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Il a donné des chiffres, avant de passer aux chiffres, on va parler de la santé du cheptel. Il y a eu la campagne de vaccination. Est-ce qu'elle a eu l'effet escompté? Alors justement, une précision, pour qu'il n'y ait pas de... il est vrai que le volet santé, c'est-à-dire campagne de prophylactique qui consiste à vacciner le cheptel national, ovins, bovins et caprins, contre ce qu'on appelle les maladies légalement contagieuses, qui occasionnent des pertes économiques. Mais il ne peut pas entendre dans le sens contagieux pour les humains. Donc, un homme a une importance économique, un risque économique. Donc, la campagne de prophylaxie, elle a été inscrite comme composante du programme spécial de lutte contre ce qui avait appelé retard des pluies. Alors qu'en fait, c'était la sécheresse. Il faut appeler les choses par leur nom. OK? Sauf que, la campagne de prophylaxie, c'est une campagne normale, ordinaire, régulière, et les autorités compétentes veillent à ce qu'elle soit réalisée à travers les mandats sanitaires des vétérinaires privés qui l'opèrent gracieusement, gratuitement aux éleveurs, mais pour le compte de l'État.
depuis la privatisation de la médecine vétérinaire. Donc elle n'a rien d'exceptionnel. Donc c'est une campagne que le Maroc tient absolument à faire tous les 6 mois, de manière à préserver un statut sanitaire de notre pays. Oui. Et nous souscrivons aux obligations d'une organisation internationale, c'est l'OIE, l'Organisation internationale des épizooties. Donc la prophylaxie, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On l'a fait chaque année et heureusement qu'on le fait. Oui. Et effectivement, il a des effets bénéfiques. C'est indéniable sur l'état sanitaire de notre cheptel. Oui. Ça va de soi. Pour prévenir des maladies contagieuses. Non, c'est pas quelque chose qui est propre à cette année ou lié au programme exceptionnel. Non. Alors, Abdelrahman Mejdoubi a donné des chiffres. Enfin, il a dit aussi que certains éleveurs ont même certains abandonné, sont tentés d'abandonner l'activité d'élevage dans ces conditions difficiles. Et il a donné bien sûr les chiffres du carburant qui a augmenté de plus de 50%, et le sachet de l'orge qui était à 250 dirhams. Et puis, il a résumé en disant qu'il y a à peu près 750 dirhams de plus par mois, par tête, pour l'éleveur. Bien sûr, les prix des intrants sont là. Quand on voit le prix de l'orge, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il est devenu, et heureusement qu'il y a eu l'orge subventionné et l'aliment composé dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Quoique, on ne peut pas prétendre ou avancer que l'offre de ce programme en aliments de bétail a été suffisante pour couvrir l'intégralité des besoins de notre cheptel national. Il y a un effort indéniable qui a été fait, mais encore faut-il préciser que c'est relatif et ne peut en aucune manière, avec les moyens mobilisés pour cette composante-là, on ne peut pas considérer que tous les besoins ont été couverts avec des aliments subventionnés par l'État, comme l'orge à 2 dirhams ou l'aliment composé pour les éleveurs laitiers. Mais ça a atténué. Ceci étant, le fait est là. Les prix sur le marché libre sont élevés, autant de l'orge que des autres aliments. Je vous donne un exemple. La paille. L'année dernière, moi je connais quelqu'un qui l'a acheté, livré à la ferme à 12 dirhams. Aujourd'hui, il est livré à la même ferme à 27 dirhams. C'est la paille. Plus que le double. Voilà. De 12 à 24. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que ça ne va pas impacter les coûts de production et donc les prix. Est-ce que cette hausse, M. Zegdouni, concerne toutes les régions du Maroc ou il y a certaines régions où les prix sont moins élevés que d'autres? Exact. Il faut relativiser aussi. Il faut éviter un peu ce qu'on appelle ta'mim, la généralisation. Évidemment, on l'a déjà évoqué avant, les pluies de mars-avril n'ont pas permis à toutes les zones, toutes les régions du Maroc de soupirer. Mais il y a des zones qui en ont bénéficié. Exemple, la région d'El Meknesfes, où ces pluies étaient vraiment bénéfiques. Ils ont permis de sauver une bonne partie de la production céréalière et des autres cultures. Et ils ont permis maintenant au Moyen Atlas une certaine régénération de pousser le fourrage, les parcours. Et donc, c'est vrai que dans certaines zones qui ont bénéficié des dernières pluies de mars-avril, évidemment, la situation va être moins tendue, comme la région de Meknesfes. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, de toutes les régions. Les régions du pays où ça a été quelque peu rattrapé, on les connaît. C'est l'axe Ben Slimane-Fes. En gros, pour simplifier. Un peu le Gharb. Le Gharb, la partie irriguée, le côté l'Arish. Donc, c'est tout. Mais le reste, Chaouia, Rhamna, Abda, Zahir, un peu, Chouia, Tahfad. Mais tout le reste, le sud, le sud-est, la situation est dramatique. On va aborder, M. Zegdouni, un volet très, très, très important, c'est celui de la préservation du cheptel et celui de la stratégie d'élevage au Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si les éleveurs abandonnent progressivement avec une succession qu'on ne souhaite pas, mais d'années difficiles comme celle-là, de conjonctures difficiles, l'activité d'élevage, est-ce qu'il n'y a pas un danger de disparition des races marocaines? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir ce secteur, le secteur de l'élevage, et peut-être revoir la stratégie? Alors, si j'ai bien saisi votre question, là, on élargit le débat sur le secteur de l'élevage dans sa globalité. Et donc là, quelques chiffres, quelques indicateurs pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent
avoir une appréciation juste du poids économique et social de ce secteur qui est celui de l'élevage dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup plus d'agriculture, de production végétale, les céréales, les agrumes, les tomates, les fraises, enfin les fruits rouges. L'élevage, rarement on zoome sur ce pilier. C'est un véritable pilier de l'agriculture marocaine. Parce qu'on l'a très vite oublié. Le Maroc, à proprement parler, il était historiquement un pays pastoral. Et au mieux, il peut être agropastoral. Mais je ne pense plus qu'agricole. Voilà, moins qu'agricole. Il est beaucoup plus agropastoral. Et quand on analyse nos systèmes de production à travers le pays, il y a deux piliers fondamentaux de l'agriculture marocaine. Et ceux qui ne comprennent pas ça et qui ne tiennent pas compte de ça, je crois qu'ils passent à côté d'une stratégie constructive pour la préservation de notre agriculture et par-delà de notre souveraineté alimentaire. L'agriculture marocaine, c'est deux piliers fondamentaux, c'est la céréaliculture et l'élevage. Tous les systèmes de production sont traversés par les deux spéculations. La quasi-totalité de nos exploitations agricoles, qui sont aujourd'hui au nombre de 1 600 000, pratiquent la céréaliculture, sauf de rares exceptions qui se sont spécialisées en agrumiculture ou autre chose. Mais sinon, la grande masse des 80-90% de nos agriculteurs font de la céréaliculture. Et sur le 1 600 000 exploitants agricoles, exploitations agricoles, nous avons 1 100 000 qui font de l'élevage, toute race confondue. Soit le bovin avec le vin. En parallèle avec notre activité agricole. Pourquoi? Parce que c'est un système interconnecté. Il y a beaucoup d'analystes qui regardent et procèdent à l'évaluation de la rentabilité des céréales, en réduisant les céréales à la seule dimension production grain. Ils ignorent complètement le rôle stratégique de ce qu'on appelait à l'époque les sous-produits. Aujourd'hui, on les appelle des coproduits. On commence à prendre conscience, même au niveau du lexique, de la terminologie, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Toutes les herbes sont utiles. Encore faut-il connaître la manière de les utiliser, de les valoriser. Et donc, il y a l'élevage qui est en interdépendance. Et je vous donne un exemple et j'interpelle ceux qui essayent d'analyser la situation agricole au Maroc ou les grands équilibres. Il est admis aujourd'hui que quel que soit le niveau de la récolte nationale en céréales, on importe pratiquement toujours les mêmes quantités, à quelques variations près. La question qu'on doit se poser, si on importe la même chose, que l'année soit bonne ou mauvaise, en cas de bonne année, comme celle on a fait 115 millions de cantons, l'année fait 1,3 million. Faites la différence. Où est-ce qu'elle part cette différence de production céréalière? Puisqu'on importe, la consommation humaine, on peut l'estimer, c'est le rôle de l'élevage. Et plus que ça, à défaut d'instaurer des prix rémunérateurs pour les productions nationales de céréales, dont le blé tendre, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Il faut qu'on dise ces vérités-là. Le blé tendre produit au Maroc est destiné en partie à l'alimentation du cheptel. Pourquoi? Parce qu'il coûte moins cher que le sang. الفلاح تيبيع الفارينه ديالو بجوج دراهم و20 سنتيم ولا 30 سنتيم وتيشري النخاله qui est un coproduit de l'écrasement des minoteries ب 3 dirhams. Il achète le son à 3 dirhams. Le terme de l'échange qui sont. Donc, si vous voulez, notre système, notre agriculture, il est fondé sur deux. Maintenant, l'élevage, un autre chiffre. La part de l'élevage, le chiffre d'affaires de l'agriculture, il est entre 40 et 50%. En termes d'emploi, il représente que 40% de l'emploi agricole, l'élevage. Il y a 1 100 000 exploitations agricoles qui pratiquent de l'élevage. Et maintenant, si on zoome, qu'est-ce qui se passe? On peut distinguer entre les petits ruminants, c'est-à-dire les ovins et les caprins, le ghalem ou le maïs, et les bovins. Ou les bovins. Quand on simplifie la lecture géographique, qu'est-ce qu'on constate? Les petits ruminants, l'aire de prédilection, c'est les zones fragiles. Les hauts plateaux de l'oriental, le sud-est du Maroc, Charrachidia, Ouarzazet, le Janoub jusqu'aux confins du Sahara. Avec le dromadaire, donc c'est les zones de montagne. On a les aires de prédilection de l'élevage des petits ruminants. Mais c'est là où les difficultés font le plus mal, en termes de changement climatique, en termes d'épuisement des ressources fourragères
à cause de la dégradation irréversible des terrains de parcours. Oui. Parce qu'on n'a pas su les manager, ces terrains de parcours, dans le statut est collectif. Et de l'autre côté, on a l'élevage bovin qui est concentré sur ce qu'on appelle, entre guillemets, passez-moi l'expression, le baroque utile, c'est-à-dire les plaines atlantiques de Kouala, le Gharb, les grands périmètres irrigués, le Kos, etc., etc. Donc là, c'est concentré le bovin. Et aujourd'hui, le secteur bovin, il court de grands dangers, notamment laitier. Pourquoi j'insiste? Justement, j'allais vous demander en ce qui concerne les produits laitiers et tous les laitages, est-ce qu'on réalise notre autosuffisance ou pas? Et qu'en est-il de la qualité et la qualité des races? On a vu dernièrement beaucoup de races étrangères importées et tout ça, on n'est plus dans la race marocaine. Alors, pour compléter l'importance ou le poids du secteur, vous me rappelez à juste titre que si on souscrit à la terminologie d'autosuffisance telle qu'elle est, en fait, c'est la couverture de la demande exprimée par la production nationale. On peut dire qu'on est autosuffisant en lait. Je ne parle pas de l'autosuffisance nutritionnelle. Elle est différente de l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on rentre en considération, est-ce que c'est une ration équilibrée suffisamment? Un autre débat, ce n'est pas le lieu. Donc on peut dire qu'on est autosuffisant en termes d'équilibre entre l'offre et la demande. La demande solvable, elle est satisfaite par la production nationale en lait et en viande. Viande rouge, et les viandes rouges ont été fortement soulagées. Là aussi, il faut le dire, un effort énorme a été fait en aviculture. Heureusement, d'ailleurs, heureusement qu'on a beaucoup développé l'aviculture. C'est-à-dire la dinde, le vol, le poulet, etc. Oui. Ça a soulagé. Autrement, si on n'avait pas développé ça. C'est un levier d'avenir. Pour une vision stratégique de longue haleine. L'exploitation de nos ressources halieutiques. On n'évoque quasiment jamais le patrimoine considérable en ressources halieutiques pour l'intégrer comme composante essentielle de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du Maroc ne peut plus, même si on le veut, on ne peut plus l'assurer, la garantir sans intégration des ressources halieutiques. Le secteur agricole, à lui seul, ne peut répondre à cet impératif de souveraineté politique de bled. Donc, il y a Et aujourd'hui, même l'élevage laitier, pour revenir à votre question, il est en train de souffrir. Vous avez la sécheresse. Le mouchkil de l'élevage laitier, il repose sur les cultures fourragères. Les cultures ont besoin d'être irriguées. Or, je n'ai pas besoin de revenir sur la situation dramatique du déficit hydrique. Barrage de Massira Stat qui approvisionne en eau potable la moitié sud de Casa, Barchid, Stat, Azmour et une partie de Marrakech. Il est à peine à 6% de sa capacité de retenue d'eau. Et encore, fait à Laval. Donc, le périmètre irrigué de Kola, ça fait 2 années que les agriculteurs n'ont pas reçu de dotation parce qu'il n'y a pas d'eau. Il est irrigué à partir de Massira. Oui, donc Et donc là, malheureusement, il nous reste 30 secondes. L'élevage laitier, le prix de la production ou la consommation, ils sont fixés par une autre circulaire depuis 1992. Est-ce qu'on va aller jusqu'à considérer que le prix du lait, c'est un tabou? Comment se fait-il que l'huile d'olive chauffe, l'huile phénoxylate, tous les produits, et en fait, le fait de bloquer le prix du lait aux producteurs, on prive. On soumet nos agriculteurs, nos éleveurs à des pressions. Donc moi, je retiens que les éleveurs aussi sont en très mauvaise posture. Si les prix sont... il y a une hausse des prix, c'est que les éleveurs font aussi un effort, parce que les circonstances sont difficiles et que ce secteur central... Et je voudrais, si vous permettez, vous avez posé une question sur la préservation des races. Les races, oui. Heureusement qu'on a une organisation professionnelle, c'est la NOC, avec les moyens de l'État, bien entendu, qui encourage les éleveurs. Il encadre quelques 4 millions d'effectifs et 16 millions d'éleveurs, quoique 16 millions sur 1,1 million, mais ça n'empêche, c'est une voie qui permet de préserver. Mais notre monde rural, je ne le répéterai jamais assez, a besoin d'une diversification des activités économiques à côté de l'agriculture. Il a besoin d'un assainissement sérieux
profond des circuits de commercialisation. Il a besoin d'une plus grande valorisation des produits de l'agriculture. Merci beaucoup, à côté de l'halieutique. Voilà. Merci beaucoup, M. Zegdouni, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et ruraliste et ancien professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Merci beaucoup, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Média TV. Une très belle soirée.